Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici cette semaine, je reçois en studio le député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement régional, pêcherie, pour le Conseil du Trésor et responsable de la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, M. Gaétan Lelièvre. Et nous allons, lors de cette entrevue, faire une synthèse des réalisations et des engagements du gouvernement libéral de Philippe Couillard et analyser ensemble certaines données qui vont faire en sorte qu'on va avoir vraiment une vision globale de comment est-ce que ça va au niveau du développement économique dans notre région. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Gaétan. Bonsoir, monsieur. Ça va, Mirko, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, oui. Qu'on s'est vu, on se parle, mais oui. Qu'on s'est vu, ça fait un petit bout, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, et c'est un véritable plaisir de vous recevoir en studio en ce début d'année 2016. Ben oui. Et en décembre, vers la fin décembre, il y a eu une conférence de presse à Gaspé où on a fait un peu la synthèse que j'ai fait en présentation d'entrevue. Et en ce qui concerne la stratégie, il y a certaines choses qui sont remises en question, M. Lelièvre. Oui, effectivement. Dans le fond, chaque fin de session, généralement, on fait un bilan de la session qui s'achève. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt un bilan, non seulement de la dernière session, mais des 18 premiers mois du gouvernement Couillard. Et j'ai tenté de faire un comparatif avec, par hasard, les 18 mois où nous, comme gouvernement du Parti québécois, avec Mme Pauline Marois, nous avons également été au pouvoir. Donc, on peut comparer deux périodes similaires, soit une période de 18 mois, et faire une comparaison des interventions des deux gouvernements durant une même période. On a décidé d'y aller selon certains thèmes. En ce qui concerne les transports, il y a eu quand même des dossiers importants qui n'ont pas cheminé comme convenu, là. Oui, je pense qu'un des éléments qui se démarque dans le bilan du gouvernement Couillard, c'est, je dirais, le manque d'intervention de ce gouvernement-là au niveau des dossiers de transport. On peut penser, par exemple, commençons par la route 132, qui relie chacun de nos villages et qui est un élément indispensable et essentiel. Par exemple, si on veut comparer les budgets, lorsque nous étions au pouvoir de 2012 à 2014, on investissait dans l'entretien du réseau routier de la route 132 84 millions de budget au niveau du Parti québécois. Et présentement, avec le gouvernement en place, le gouvernement libéral, nous avons un budget qui a été diminué de 84 à 54 millions. Donc, 30 millions de coupures dans l'entretien de notre réseau. Ça explique qu'il n'y a pratiquement pas de chantier de construction ou de rénovation majeure de nos routes. Et il y a une certaine diminution. Là. 30 millions sur 84, c'est quand même énorme. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup moins d'argent d'investir au niveau de la route 132. Le chemin de fer aussi est un élément important. On sait que le gouvernement libéral a acquis en avril 2014 le chemin de fer Matapédia-Gaspé au coût de 3,8 millions. On sait également que le chemin de fer, le rail, à sa valeur de démantèlement, vaudrait autour de 20 millions de dollars. Donc, moi, comme député, mon évaluation de la situation, si le gouvernement du Québec acquiert pour 3,8 millions un rail gaspésien qui appartenait au MRC de la Gaspésie, donc aux citoyens et citoyennes, qui a une valeur de 20 millions, c'est une très bonne affaire. Mais il y a l'obligation de développer ce rail-là, de le remettre en opération, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, s'approprier une infrastructure qui vaut 20 millions pour une somme de 3,8 millions, puis ne pas le remettre en opération, ça m'apparaît inopportun, puis c'est déplorable même. Donc, on sait que le tronçon Caplan-Gaspé a été fermé, mis en dormance, qu'on appelle. Le tronçon Gaspé-Percé, où il y avait le service du train touristique L'Amiral, a été interrompu parce que le pont de Haldimand n'a pas été réparé, propriété de Transport Québec depuis tout près d'un an. Donc, au niveau du chemin de fer, il n'y a aucun investissement qui a été fait, sinon d'acquérir une valeur de 20 millions à un prix dérisoire. Ces choix difficiles-là qui ont été faits de la part du gouvernement libéral, est-ce qu'ils pourraient s'expliquer par la prise de position en ce qui concerne la situation financière du Québec et la fameuse, ça revient souvent dans les médias, l'austérité? Est-ce que c'est un peu ça qui pourrait avoir amené ces choix-là, du moins pour les 18 derniers mois? C'est sûr que je suis convaincu que la volonté du gouvernement, d'arriver à un équilibre budgétaire est sûrement une des raisons qui explique ces choix-là, parce qu'on voit un désengagement du gouvernement au niveau des régions, puis surtout des régions. Parce que, vous savez, Québec, notre capitale nationale, est extrêmement important. Montréal, notre métropole, est extrêmement important. Ce sont deux villes qui ont un rôle essentiel à jouer au niveau du développement du Québec au complet. Et le gouvernement, de façon concrète, là, appuie énormément la capitale et la métropole québécoise. Sauf que ce qu'on sent, c'est que les régions sont plus délaissées avec ce gouvernement-là. Donc,
Il y a beaucoup de décisions qui sont prises, ce qu'on appelle mur à mur. Hein? Des décisions, on décide de couper dans les transports, bien, on coupe partout au Québec. Mais quand chez nous, en Gaspésie, on n'a plus de train, quand Orléans Express a coupé de 50% son service et le secteur de Grande-Rivière-Gaspé, pour une première fois dans l'histoire, n'est plus desservi du tout par le service d'Orléans Express, quand l'avion passe au-dessus de nos têtes, mais qu'on n'a pas les moyens d'embarquer dedans parce que à 1200, 1500 $ du billet, qui prend l'avion en Gaspésie majoritairement? C'est les fonctionnaires de l'État, parce que c'est l'État qui paye le billet et non pas eux. Donc, quand on regarde cette situation-là, il faut au moins concentrer nos énergies sur la route 132. Ça serait le minimum au moins d'entretenir puis de reconstruire les tronçons gaspésiens qui sont en mauvais état. Donc, c'est probablement une volonté, oui, du gouvernement d'équilibrer le budget, mais ça se fait malheureusement souvent aux dépens des régions qui n'ont pas de marge de manœuvre. Chez nous, on n'a pas de coussin. L'économie est déjà précaire. Donc, si tu coupes, ben ça fait encore plus mal comparativement à des régions où l'économie va bien, puis on peut investir. Du contact que vous avez actuellement avec le ministre Damour, est-ce que vous ressentez que dans les 2 prochaines années, il pourra avoir un rééquilibre qui sera initié? Est-ce qu'il y a une écoute de la part du ministre Damour? Et on parlait de transport, donc je vais dire tout particulièrement en ce qui concerne les dossiers qu'on vient de parler au niveau du transport. Écoutez, je dirais que les relations députés avec notre ministre régional, puis là, je parle autant de mes collègues. D'ailleurs, on s'est prononcé, les 4 collègues, là, députés de Rimouski, députés de Matane, députés de Bonaventure et moi-même, et même ceux de la Côte-Nord, on a confirmé la difficulté de travailler avec le ministre régional. Suite à notre déclaration publique, l'émission de notre communiqué de presse des 4 députés, il y a des maires, il y a des élus, des intervenants de la région qui ont confirmé également la difficulté de travailler avec le ministre régional. J'espère qu'en 2016, on parle de remaniement, si le ministre Damour est maintenu dans sa fonction de ministre responsable de la région, j'espère que la façon de faire du ministre va changer. Ça va prendre plus d'ouverture, plus d'écoute de sa part et plus d'énergie pour défendre les dossiers de la Gaspésie. Si on regarde le nombre d'annonces majeures qui ont été effectuées dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans sa région d'origine, versus le peu d'annonces de la région de la Gaspésie, qui en a pourtant grandement besoin, bien, on ne peut qu'arriver à la conclusion que le ministre semble privilégier ou favoriser la région du Bas-Saint-Laurent versus la région de la Gaspésie. Donc, il faut que la situation s'améliore. Et vous savez, nommer un ministre responsable d'une région, bien, c'est la prérogative du premier ministre. Je crois que le premier ministre Couillard doit avoir assez d'éléments pour compléter son évaluation de mi-mandat après 18 mois. Et j'ose espérer que si le ministre Damour est maintenu, bien, que la façon de faire va être différente en 2016. Autre aspect très important, pour ne pas dire un des plus importants au point de vue budgétaire au niveau du gouvernement du Québec, c'est le dossier santé. Et naturellement, nous, en Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, ça a brassé pas mal aussi. Oui. En Gaspésie et aux îles, c'est 22 millions de coupures qui ont été appliquées dans les établissements de santé de la région. 22 millions de coupures, c'est énorme. C'est divisé dans nos 4 hôpitaux principalement. Et vous savez, quand on fait un petit bilan, là, sous le règne du Parti québécois, nous avions investi 4,5 millions dans le dossier de gériatrie ambulatoire à l'hôpital de Chandler, 6,2 millions à Monseigneur-Ross, à Gaspé, 10 millions à l'Hôtel-Dieu de Gaspé. Et donc, ça nous fait un total là, au-delà de 20 millions d'investissements dans 18 mois dans 3 hôpitaux seulement. Présentement, au moment où on se parle, le gouvernement libéral actuel a coupé 22 millions. Et il faut être honnête, il faut dire aussi qu'il y a eu un investissement de 7 millions à l'hôpital de Gaspé aussi, qui s'ajoute aux 10 millions qu'on avait annoncés. Il faut dire que l'hôpital de Gaspé est le seul hôpital qui n'avait pas été rénové en Gaspésie, donc le besoin était présent. Donc, si on regarde une compression de 22 millions, puis un investissement de 20 millions de la part de notre gouvernement, ça fait tout un écart. Est-ce que d'avoir réuni les 4 établissements en un seul, d'après vous, a été une décision judicieuse? Moi, je suis convaincu que c'est une erreur. C'est une erreur, j'en suis convaincu. Les régions, on a des particularités. On a des grands territoires. Si on compare juste la question de la représentation, nos conseils d'administration, chaque hôpital avait en Gaspésie 15 bénévoles qui composaient le conseil d'administration de chacun des hôpitaux. Maria avait son conseil d'administration, Chandler, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts, pour ce qui est de la péninsule. 60 bénévoles élus, nommés par les gens du milieu, qui défendaient les intérêts de la région au niveau de la santé auprès du ministère de la Santé, du gouvernement.
Maintenant, la nouvelle formule, on abolit les 4 conseils d'administration composés de gens du milieu qui défendaient leur territoire. On les remplace par 15 administrateurs rémunérés, plus des bénévoles, là, rémunérés et nommés par le ministre. Moi, comme député, je vois un risque énorme à ce niveau-là parce que de la façon que je traduis ça, tu remplaces 60 bénévoles issus du milieu, nommés par le milieu pour défendre les intérêts de la santé dans le milieu, et tu les remplaces par 15 administrateurs qui sont rémunérés. Donc, quand tu es rémunéré, tu as une commande, tu as un travail à faire. Et en plus, tu es nommé par le ministre. Je ne veux pas douter de la bonne foi de ces gens-là. Là. Je suis convaincu, j'en connais plusieurs, ce sont des gens plein de bonne volonté qui sont allés dans cette nouvelle fonction-là pour améliorer le dossier de la santé. Mais ultimement, ils ne sont plus des bénévoles nommés par le milieu, ils sont des personnes rémunérées et nommées par le ministre. Donc, est-ce qu'ils vont défendre le discours du ministre en région ou continuer à défendre la région auprès du ministre de la Santé? Ça m'apparaît un recul à ce niveau-là. Puis on parle d'une méga structure aussi, oui, là, quelque part, des grands territoires, là. 600 km linéaires avec une seule administration. C'est comme si on demandait de fusionner les établissements de santé de Montréal à Rivière-du-Loup. Est-ce qu'on oserait faire ça? Non, mais en Gaspésie, c'est ce qu'on fait. Je ressens dans votre discours une certaine inquiétude en ce qui concerne la connexion avec le milieu directement. Est-ce que c'est ça que... C'est clair. C'est clair que, par exemple, moi, je pense à nos points de service intermédiaires. Vous savez, on a des hôpitaux à peu près à 100 km de distance en Gaspésie. Mais compte tenu de l'importance des distances, on a aussi des CLSC, on a des points de service qui donnent un service là, vraiment sur mesure à la population. Je pense aux gens de Grande-Vallée, entre autres, qui sont à 100 km de Saint-Anne-des-Monts, 100 km de Gaspé qui ont un CLSC avec une petite urgence, avec des services de base pour répondre aux besoins de la population. Je pense aux gens de Marsouilles aussi, aux gens de Barachois, Percé qui ont un CLSC avec un minimum de services. Moi, ma crainte, c'est que le gouvernement, dans ses prochaines compressions budgétaires, amène le nouveau conseil d'administration à couper dans ces points de service intermédiaires-là. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir des parties de notre territoire qui vont être très loin de l'hôpital et sans aucun service. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que le gouvernement envisageait la possibilité de couper ces services-là, je pense à Murdochville, entre autres, qui est un exemple criant, on a voulu couper les services à l'hôpital de Murdochville, mais il y a eu des pressions politiques, puis il y avait des représentants sur le conseil d'administration de l'hôpital de Gaspé qui représentaient Murdochville, et ces gens-là ont fait valoir les besoins de Murdochville, et finalement, on a reculé dans la volonté de couper les services à Murdochville. Mais qui, dans le futur, vont défendre ces petites communautés-là qui sont situées de façon, je dirais, intermédiaire entre les grands hôpitaux de la Gaspésie? Maintenant, en termes d'éducation, ça a fait la manchette durant tout le mois de décembre avec les négociations qui sont en cours à l'heure où on se parle. On comprend que les services sont présents, mais pas de façon suffisante, oui. Et d'autant plus que les besoins semblent grandir au niveau d'une clientèle spécifique. Je parle des enfants en difficulté d'apprentissage. Oui. Alors, comment faire face à ce défi-là? On a même entendu un certain réinvestissement, soyons honnêtes, là, de quelques millions de dollars. 80 millions. Est-ce qu'on va réussir avec cet investissement-là à répondre à la demande? Puis on le sait, l'éducation, c'est la base même d'une société. Oui. Au niveau de l'éducation, les compressions nationales, c'est sûr, on va avoir des impacts dans notre région. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Il y a des coupures, par exemple, qui sont faites au niveau des services spécialisés. Tout à fait. On a des ratios de classes qui sont, plus grands. Donc, les professeurs doivent composer avec des classes, avec un nombre d'élèves plus élevé. Donc, moins de temps pour aider les étudiants qui ont besoin d'un soutien particulier. Et ça a vraiment été dénoncé durant le mois de décembre. Non? Ça a été dénoncé. Ça a été à ce niveau-là. Mon collègue Alexandre Cloutier, je pense, a fait un travail exemplaire pour dénoncer la situation de façon générale, mais aussi par des cas concrets. On a même mentionné des cas qui sont passés en Gaspésie où c'était inacceptable. Donc, c'est sûr que, encore là, l'étalement du territoire, de la population, l'immensité du territoire fait qu'on a des coûts pour nos infrastructures d'éducation qui sont peut-être un peu plus élevés en région qu'ailleurs, mais c'est le prix à payer pour occuper notre territoire. Vous savez, on a des gouvernements qui se gargarisent à dire on doit occuper de façon dynamique notre territoire, on veut des services équivalents sur l'ensemble du territoire, mais c'est un faux discours. Quand on coupe dans les budgets, puis même pire que ça, quand on ne reconnaît pas les spécificités d'une région, puis quand on ne subventionne pas en fonction de la grandeur du territoire,
des nombreuses infrastructures qui sont nécessaires pour donner un minimum de services, bien, quand on ne reconnaît pas ce besoin-là au plan financier de façon particulière, bien, indirectement, on s'attaque à ces services-là à la population. Là, présentement, non seulement il n'y a pas de majoration de budget pour reconnaître nos besoins particuliers, mais on coupe dans nos services existants. Fait que c'est clair que dans les prochains mois, les prochaines années, l'éducation va subir des méfaits de ces coupures-là. Puis malheureusement, on va voir plus de décrochage. On va voir des jeunes qui vont ne pas réussir leur année scolaire et on fait seulement que pelleter en avant. Ces jeunes-là qui n'auront pas de formation, bien, tantôt, on va devoir les accompagner, les supporter d'une autre façon. Puis comme tu l'as dit, l'éducation, c'est la plus grande richesse d'un peuple. Tout à fait. En ce qui concerne la réforme des commissions scolaires qui est entamée, êtes-vous d'accord avec ce qui a été initié jusqu'à maintenant? On parle de l'abolition carrément des élections scolaires, entre autres. Oui, oui. On attend, disons, les détails de cette réforme. Avant les fêtes, on nous a informé qu'il y aurait des brides. Parce que la structure devrait demeurer en place, sauf qu'il n'y aurait plus d'élections. Mais là, ça serait au niveau des comités de parents, je crois. Bien, ça reste à définir. Bon. J'aimerais avoir les modalités avant de me prononcer de façon plus précise. Mais ce que je peux déplorer, c'est qu'une fois de plus, c'est un autre niveau décisionnel, les commissions scolaires, qui étaient en région. On peut être pour, on peut être contre les commissions scolaires, on peut être pour les commissaires, contre les commissaires, on peut revoir le système. L'élection même des commissaires à la base, juste cet aspect-là. L'élection. Vous en pensiez quoi? Parce qu'on connaît le taux de participation. Oui. Ça commençait difficile à défendre. Moi, je pense qu'on aurait pu faire des choses en commun avec le monde municipal. Par exemple, les élections coordonner les deux élections. On aurait sauvé énormément de coûts. Vous pensez que l'élection des commissaires aurait dû demeurer? Ça aurait été un minimum. Si on maintient les commissaires d'école en place, ça m'apparaissait inévitable qu'on aurait dû profiter de l'occasion de l'élection municipale pour faire le scrutin scolaire, éviter des coûts, mais surtout aller chercher un 60 % et plus de participation comparativement à 5, 6, 7 % au niveau scolaire. À ce niveau-là, il y avait, je dirais, une faiblesse dans le système. Et on aurait dû, du moins, faire ce rapprochement-là. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que si on abolit les commissions scolaires ou les postes de commissaires, bien, la question que je me pose, qui va, un peu comme dans la santé, qui va défendre les intérêts de notre région auprès du ministère de l'Éducation? Toutes ces réformes-là sont rarement pour nous donner plus de pouvoir en région. C'est souvent pour centraliser les pouvoirs au sein des ministères. Donc, il faut faire attention, je dirais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, peut-être que les commissaires d'école, ce sont peut-être une formule à revoir à certains égards, mais si on les élimine, on les fait disparaître, on les remplace par quoi, par qui, et qui, dorénavant, va défendre les particularités des régions auprès du ministère de l'Éducation. Il faut absolument que ça soit remplacé par un système valable si on les élimine. De façon, j'imagine, à garder une vision démocratique des choses. Oui. Parce que, en termes de pourcentage, on ne peut pas dire que la philosophie de démocratie était appliquée à 100 %, mais en termes d'élections, c'est un peu le principe même qui était mis de l'avant de par les élections. C'est le taux de participation qui ne reflétait pas quelque chose, C'est ça. Honnêtement, je crois que la structure des commissions scolaires était à revoir. Maintenant, on va voir le choix final du ministre. Là, il a annoncé, certaines brides de sa réforme, mais moi, je préférerais attendre de voir l'ensemble de son projet de loi, voir qu'est-ce qu'on nous propose. Mais c'est sûr qu'il y avait des changements apportés au niveau des commissions scolaires. La majorité de la population était de cet avis-là et je le suis aussi. Sauf qu'encore là, il ne faut pas se dépouiller d'un pouvoir qu'on avait en région pour donner plus de pouvoir aux hauts fonctionnaires dans les grands centres qui souvent ne connaissent pas nos réalités et n'interviennent pas de façon adéquate. Discutons tourisme maintenant. Oui. En termes touristiques, il y a quand même eu il y a des dossiers importants qui sont à réaliser et ça ne va pas nécessairement à la vitesse à laquelle on voudrait que ça aille. On ne peut pas faire autrement de déjà penser à la période estivale qui s'en vient. Oui. Quel grand défi, ne serait-ce qu'au niveau de la MRC Rocher-Percé. Au niveau du tourisme, moi, ça m'apparaît, les transports et le tourisme sont les deux dossiers qui, concrètement, sont les grands perdants. Je pense, par exemple, si je fais un comparable, là, nous avions annoncé 10 millions d'investissements dans les chic-chocs, dans le secteur nord de la Gaspésie, incluant le secteur de Murdockville. Cette décision-là a été abolie par le nouveau gouvernement. Donc, dans le secteur de Saint-Anne-des-Monts, de Murdockville, ça fait mal. Là. 10 millions pour le tourisme hivernal, c'est toute la Gaspésie qui aurait été gagnant. Vous savez, les chic-chocs sont les plus hauts monts à l'est des Rocheuses de l'Ouest canadien. On a un potentiel énorme international. Je pense à la famille Molaison qui développe Murdockville, là, puis il y a des centaines de skieurs qui, chaque semaine, viennent faire du ski hors-piste. Bien, ça, c'est un potentiel à développer. Ça a été aboli.
On avait annoncé également un montant pour le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, 2 millions de dollars. Je l'avais annoncé comme ministre régional. Ça a été reporté. Du côté du géoparc de Percé, les travaux qui sont en cours, c'est l'annonce de notre gouvernement. Il n'y a eu aucun ajout d'investissement de la part du nouveau gouvernement dans ce projet-là. Pire, ce qu'on constate, non seulement il n'y a pas d'investissement au plan touristique dans le comté de Gaspé, mais pire, on abandonne des infrastructures et des services existants. L'auberge de Fort-Préville est à vendre présentement et la CEPAC a annoncé sa volonté de ne plus opérer l'établissement à partir de la saison 2016. Je suis en contact avec le ministre Lessard, responsable du dossier, pour tenter de se donner du temps. Est-ce qu'on va gagner? On doit se rencontrer avec le maire de Percé et le maire de Gaspé en janvier. Donc, on abandonne l'auberge Fort-Préville. Oui, qu'il y avait des problèmes au cours des dernières années, mais des problèmes provoqués par, je dirais, un manque d'investissement de la part du gouvernement dans l'hôtel et dans le site, là. Écoutez, on a même dû fermer une partie de Fort-Préville, de l'auberge, la section des motels, à cause des moisissures. Les champignons étaient rendus dans l'immeuble. Moi, je connais aucun autre hôtel en Gaspésie qui a été fermé par les moisissures, mais la CEPAC, une société d'État, a réussi à fermer une section de l'hôtel par négligence d'entretien. Quand tu n'es même pas capable d'entretenir un établissement, je comprends qu'ils n'ont pas investi pour le développer, ils ne sont même pas capables de l'entretenir. Donc là, on est rendu dans une situation où la CEPAC dit « Moi, je suis intéressé à gérer Fort-Préville, c'est pas rentable. » Mais on a tout fait pour que ce n'était pas rentable. Donc, je condamne la décision du gouvernement de fermer Fort-Préville, c'est clair. Avez-vous une inquiétude en ce qui concerne le 2 millions pour le parc de l'île? Écoutez, j'ai parlé au ministre Lessard de ce dossier-là l'été dernier, quand il m'a annoncé qu'il ne pourrait donner suite au projet de 10 millions pour les Chic-Chocs et de 2 millions pour le parc de l'île Bonaventure. Il y a eu une partie des budgets, il faut être honnête, il y a une partie des budgets qui ont été investis, mais pas la totalité de l'annonce qui avait été faite. Le train touristique aussi. Quand on dit non seulement il n'y a pas d'investissement, mais il y a on recule, le train touristique qui reliait Percé à Gaspé, qui amenait les croisières notamment, puis on voulait étendre le train touristique à l'ensemble de la clientèle touristique en Gaspésie, pas seulement qu'aux croisiéristes. Le train touristique est interrompu, le service est interrompu parce que le pont de Haldimand n'est plus sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de travaux d'amélioration qui étaient prévus d'apporter par Transport Québec, qui est le nouveau propriétaire du chemin de fer. Donc, c'est quelque chose, là. Non seulement on n'investit plus, mais on n'entretient pas les infrastructures en place. Fort-Préville et le train touristique. 2 exemples concrets qui touchent la MRC du Rocher-Percé. Notre promenade aussi. La promenade de Percé, où le conseil de ville, le maire attend toujours la confirmation de l'aide financière du gouvernement. Depuis l'automne dernier, que le ministre régional, le ministre d'Amour, s'est engagé à régler ce dossier-là rapidement. Il parlait même en termes de jours ou de semaines. Ça fait plusieurs mois, puis il n'y a pas de confirmation au moment où on se parle. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de travaux de fait durant le printemps et l'été 2016, puis vous savez, pour faire des travaux à l'été 2016, il faut les planifier, faire les plans de vie, aller en appel d'offres. Donc si tout ça n'est pas réglé très rapidement, c'est pas uniquement la saison 2016 qui va être affectée, ça va être 2017 aussi. Donc pourquoi, on ne peut pas se permettre en Gaspésie de perdre des investissements touristiques dans notre région. On a besoin de la clientèle touristique, on a besoin de ce service-là. Percé a besoin de cette protection aussi, parce que la promenade, c'est une infrastructure qui permet de protéger le secteur du village, là, des hautes marées, des tempêtes. Donc, il y a des préjudices, il y a vraiment des effets négatifs concrets de ça. Je pensais à l'auberge Normandie, là, je suis passé à côté. Écoutez, on est à quelques mètres là, de l'érosion. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait des bâtiments privés qui sont affectés? Il faut régler ce dossier-là. Pourquoi pas le régler rapidement et amener le moins de préjudice possible à la ville de Percé, qui a bien d'autres priorités puis chats à fouetter. Préoccupation, oui. Exact. D'autres défis. Concertation et développement local et régional, on le sait, l'abolition des CLD, l'abolition des CRE. Est-ce qu'on a réussi à mettre en place, d'après votre vision actuelle, quelque chose qui peut pallier à l'ensemble des dossiers de la coordination et de la vision qu'on pouvait avoir à travers ces 2 institutions-là, si on peut les appeler ainsi, CLD et CRE? Concrètement, l'abolition de la CRE, c'est 34 emplois qui ont été perdus, mais pas un des emplois, c'est de l'expertise qu'on avait en région pour soutenir notre développement. La conférence régionale des élus, oui, c'est un conseil d'administration composé de préfets, de maires, mais c'était 34 employés qui travaillaient au développement de notre région, qui supportaient tous les organismes, les commerces, les entreprises de la région. Donc, ça, c'est disparu. Le gouvernement, ça aurait été maintenu? Bien, c'était maintenu. Oui, on avait diminué le budget de 1 million,
Mais là, on vient de couper de 12 millions. Là, on vient d'abolir au complet. C'est toute une différence. Ouais. Donc, on a perdu la CRE. On a perdu aussi plus de la moitié des budgets qui étaient consacrés au CLD, au Centre locaux de développement. Donc, le total de tout ça, là, on parle d'une douzaine de millions de dollars que chaque année, la région de la Gaspésie-des-Îles avait à sa portée pour appuyer des projets. Puis le CLD, entre vous puis moi, là, dans MRC Rocher-Percé, on était probablement un des meilleurs CLD au Québec. Effectivement, c'est un CLD extrêmement dynamique. Puis on en a bénéficié beaucoup, nous, les médias communautaires. Et puis c'est incroyable, là, la facilité et le lien qui s'était créé. On parle vraiment d'une organisation qui était collée sur les réalités de son milieu. Hein. Ça va être dur d'aller rechercher une expertise semblable dans un autre modèle d'application. Non seulement on perd des budgets, mais on perd de l'expertise. C'est important. L'expertise, là, on a besoin de ça pour se développer. On a besoin d'expertise pour épauler nos promoteurs, nos municipalités, quand on monte des dossiers pour présenter au gouvernement. Donc, 12 millions de budget de perdu. Puis, le 12 millions, c'est plus que 12 millions en bout de ligne, parce que souvent, le CLD puis la CRE, disons, investissait 25 000 dans un dossier d'un promoteur. Mais ce 25 000 $-là permettait d'aller chercher un autre 25 000 d'un programme gouvernemental. Donc, il y avait un effet de levier qu'on appelle. C'est au moins le double qu'on perd. Donc, on est rendu au-delà de 20 millions d'argent que la région n'a plus. Puis, tu sais, 20 millions dépensés dans la région et gérés par des gens de la région, c'est drôlement important. Puis ça vaut des fois le double de budgets qui sont gérés par les hauts fonctionnaires, souvent dans des tours à Québec ou à Montréal, qui ne connaissent pas notre réalité. Donc, au niveau financier, au niveau expertise, des grosses pertes, puis au niveau concertation aussi. Parce que chaque MRC, aujourd'hui, au moment où on se parle, chaque MRC est tout seul, dans son coin, à tenter de développer son petit coin de pays, son coin de territoire. Mais on le sait qu'on a des petites MRC en taille, en capacité financière. Puis si on ne travaille pas ensemble en Gaspésie, on est condamné là, à reculer, c'est clair. Les grosses réalisations qu'on a fait dans les dernières années, c'est très souvent grâce à de la concertation puis à un travail, je dirais, concerté par l'ensemble ou plusieurs MRC ensemble. Mais là, il n'y a plus de lieu commun pour se rencontrer. Les préfets sont pris chacun dans leur coin avec leurs problèmes, leurs dossiers. On leur a enlevé la moitié des budgets des CLD. C'est 4 à 500 000 $ de moins par CLD. Fait qu'on dit au monde municipal, vous êtes nos partenaires. Pour vous remercier de votre travail, là, on vous donne la moitié de l'argent qu'il y avait avant, mais 100 % de la job. C'est ça, la vision du gouvernement actuellement avec les élus municipaux. Moi, je trouve que c'est extrêmement ingrat. Puis les élus municipaux sont vraiment, je dirais, isolés dans leurs fonctions. Ils perdent beaucoup de partenaires, beaucoup d'organismes qui les épaulaient ont été abolis. Puis finalement, les élus municipaux ont tout la responsabilité du développement de leur territoire, mais avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de budget et moins d'expertise. Donc, c'est une tâche ingrate qui revient sur les épaules des élus municipaux. J'imagine qu'à l'heure où on se parle, vous en entendez parler des différentes MRC, de la réalité, du défi qu'ils ont relevé à l'heure où on se parle. Est-ce qu'à travers les branches, j'ai cru entendre qu'il y avait peut-être une certaine mobilisation à remettre en place une instance régionale? En avez-vous entendu parler? Oui, j'en entends parler beaucoup. Présentement, dans la région de la Gaspésie et de la Madeleine, il y a 3 scénarios de modèles de concertation qui est en place. Il y a une possibilité qui serait d'avoir une table des préfets. Oui. Donc, les préfets, strictement les préfets, se réuniraient régulièrement pour parler des enjeux de développement de la région, pour se concerter. Il y a un autre scénario qui est amené par les maires de ville, notamment certains maires de ville, et d'autres maires de petites et moyennes municipalités, qui veulent s'associer aux préfets pour faire une table de concertation, donc élargie. Les préfets, mais avec aussi des maires de d'autres municipalités, notamment ce qu'on appelle les villes-centres, la ville de Chandler, la ville de Gaspé, la ville de New Richmond, Carleton. Et un troisième scénario où là, la société civile, c'est-à-dire les non-élus municipaux, disent, nous aussi, on veut avoir notre mot à dire. On veut être là pour appuyer les préfets, les élus municipaux, pour être plus forts ensemble. Donc, 3 scénarios qui sont sur la table. Un qui se limite aux préfets seulement. Un deuxième, les préfets et des maires de ville. Et un troisième, préfet, maire de ville, et aussi des représentants, par exemple, du secteur des pêches, du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, du secteur du tourisme, qui seraient là plus comme personnes bénévoles, comme personnes ressources pour appuyer les maires, pour amener une expertise pointue quand le besoin se fait sentir.
Parce que j'ai l'impression d'entendre qu'on va, dans le fond, peut-être en arriver avec d'autres instances qui vont peut-être un peu avoir la même vocation que les CLD et les CRE pouvaient avoir auparavant. Ça sonne un peu de même dans ma réflexion personnelle. C'est vraiment un point de vue personnel. Bien, c'est pas faux, là. Il y a 3 scénarios sur la table, puis il y a d'autres régions qui ont fait leur choix. Par exemple, en Abitibi, ils ont opté pour le scénario 3, c'est-à-dire élus municipaux, préfets et société civile. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est beaucoup les élus municipaux, mais aussi avec d'autres partenaires autour. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que chaque région trouve son modèle. Puis, il faut reconnaître le rôle prédominant de nos préfets, qui souvent même sont élus au suffrage universel. Donc, c'est des gens qui sont élus par la population et qui ont un rôle extrêmement important à jouer. Il faut reconnaître le rôle de nos élus municipaux également, les maires, les conseillers, mais aussi, il ne faut pas négliger l'apport important que pourraient amener les représentants de la société civile avec leurs connaissances pointues. Par exemple, une personne qui est un expert en tourisme peut être très utile pour conseiller les préfets et les maires dans leur prise de décision quand on parlera de tourisme. La même chose au niveau, par exemple, de la santé, de l'éducation. Donc, je crois que c'est une formule qu'on doit définir en fonction de nos besoins. Et c'est sûr que la responsabilité revient ultimement au préfet des MRC et au monde municipal. Bien utiliser l'expertise en place. Quand elle est disponible, on est un peu fou de ne pas l'utiliser. Oui, et puis il faut en même temps reconnaître le fait que nos élus ont un rôle prédominant. Ils ont été élus. Donc, c'est à eux que revient, à mon avis, la tâche ultime de prendre des décisions qui touchent notre développement. Mais je crois que c'est intéressant et c'est même avantageux que ces élus-là soient équipés, dotés d'une expertise autour d'eux pour prendre des décisions encore plus éclairées pour le bien-être de notre région. Un travail d'équipe, dans le fond. Oui. Si vous me le permettez, M. Lelièvre, en ce qui concerne les ressources naturelles, on va en discuter peut-être à votre visite de fin janvier, milieu février plutôt. On va essayer de se voir parce qu'il y a tellement de dossiers, puis le temps passe dans l'entrevue, puis on est en train de faire une émission de 60 minutes ensemble. On va dépenser notre budget. Oui, c'est ça. On va peut-être terminer avec le communautaire et la famille. Oui. Dans le fond, je pense que ça va avoir quand même brossé un portrait global de ce que vous aviez discuté dans votre conférence. Oui, rapidement, ce qu'on peut dire au niveau des impacts, le 18 mois là, du gouvernement actuel nous a laissé un goût très amer au niveau logement social, entre autres, parce que pour moi, ça rejoint les familles, le communautaire. Concrètement, il y avait un programme qui existait, qui permettait aux petites municipalités, en taille, bien sûr, là, d'avoir une aide financière supplémentaire pour réaliser des projets de logement communautaire, ce qu'on appelle souvent les foyers de personnes aînées ou encore des HLM. Bon, ben on a coupé l'enveloppe supplémentaire qui était disponible pour les petites municipalités en région. Et ça fait en sorte que moi, strictement, dans mon comté, j'ai la municipalité de Sainte-Thérèse, la ville de Chandler, Grande-Vallée et Saint-Maurice qui doivent abandonner des projets de mise en place de logements sociaux parce que la mise de fonds qui dorénavant est demandée aux municipalités est trop importante. Les municipalités n'ont plus les moyens de mettre la mise de fonds. Donc, ces projets-là sont retardés. Donc, indirectement, ce sont des familles qui vont être privées de logements qui auraient été extrêmement nécessaires. Et pour ce qui est des jeunes, il y a aussi l'abolition des forums jeunesse régionaux. Là. Oui. J'ai entendu beaucoup les gens ont bien essayé de crier haut et fort l'importance de ce mode de fonctionnement-là, et puis malheureusement, il n'y a pas eu d'écoute. Oui, c'est ça. Tu sais, puis souvent, on dit, une autre structure, il faut faire attention. Les forums jeunesse, c'était une organisation qui était dédiée à ramener des jeunes en région. Puis on connaît toute l'importance des jeunes pour le développement de notre région. Il faut ramener nos jeunes qui sont issus de la région, mais il ne faut pas se le cacher, il faut travailler fort aussi pour amener des jeunes natifs de d'autres régions qui décident de s'implanter, puis qui font le choix de venir en Gaspésie, puis deviennent des acteurs importants. Donc, les forums jeunesse étaient des outils essentiels, et c'est un outil de moins dans notre coffre comme développeur de la région. Donc, c'est sûr que Montréal, Québec ont moins besoin de faire des démarches pour attirer des jeunes chez eux. C'est la population des régions qui s'en va naturellement, malheureusement, vers Québec et Montréal. Mais si on veut inverser la tendance puis ramener des jeunes en région, il faut des moyens particuliers. Et ça prend des budgets spécifiques. Et c'est ce qu'avaient les forums jeunesse. Malheureusement, ça a été aboli. Monsieur Lelièvre, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir vous visiter à la télévision communautaire de Grande-Rivière pour faire un bilan qui peut paraître un peu, pas nécessairement parfaitement positif en ce qui concerne le cheminement du gouvernement actuel pour les 18 derniers mois. Mais chose certaine, vous surveillez les choses de près et vous allez essayer, j'imagine, de faire en sorte que les dossiers importants continuent de cheminer malgré les difficultés à laquelle vous devez faire face jour après jour à l'Assemblée nationale, bien sûr.
Oui, absolument. C'est sûr que c'est pas évident, je dirais, comme député, ces années-ci, de voir la façon que ça fonctionne, parce que les régions sont effectivement moins bien servies par le gouvernement actuel, et je souhaite sincèrement que on est pratiquement en demi-mandat au sein du gouvernement actuel. Je souhaite que le gouvernement actuel revise sa façon de faire. Je crois qu'on a corrigé des écarts importants à Québec et à Montréal, dans notre métropole et notre capitale, mais le temps est venu pour le gouvernement actuel de prendre aussi soin des régions et d'avoir une écoute et surtout de poser des gestes concrets. La Gaspésie, entre autres, en a grandement besoin. Puis ça prend une volonté politique. Vous savez, ça commence, des budgets de développement, ça tombe pas du ciel. Ça prend un gouvernement, ça prend un premier ministre, ça prend un ministre régional qui affirme haut et fort, je dirais, sa détermination à aider les régions et ensuite qui met des outils à la disposition de ces régions-là. Puis souvent, ben, l'outil principal, ça commence par des budgets. Donc, j'espère qu'à mi-mandat, que le gouvernement libéral actuel va prioriser les régions et faire en sorte qu'on rattrape là, les tout près de 2 années qui, finalement, ont été très difficiles jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Lelièvre, on garde le contact en 2016? Oui, absolument. On va tenter de revenir le plus souvent possible. Puis je tiens à remercier la télévision communautaire pour l'opportunité qu'elle nous offre. C'est vraiment apprécié de pouvoir prendre le temps de rentrer dans les foyers de nos comtés via votre média. Puis je vous remercie pour votre beau travail que vous faites. Puis soyons vigilants, vous êtes un service essentiel. On connaît le retrait des services de communication. Cette semaine, une étude révélait que 9 % seulement des communications au national touchent les régions. 91 % du contenu des nouvelles nationales touche Montréal, Québec et le Saguenay. 9 % seulement pour l'ensemble des autres régions. Donc, vous faites un travail extrêmement important. Merci. Moi, je crois beaucoup aux TV communautaires, puis c'est sûr que je vais être là pour vous appuyer parce qu'on a une carence énorme au niveau communication dans nos régions. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à tout le monde.